Et voilà, on va pouvoir démarrer. Bon, merci à tout le monde d'être là pour une conf sur PHP. Vous êtes courageux. Laissez-moi d'abord me présenter. Moi, c'est Horacio González. Le petit accent que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez vient du fait que je suis espagnol et malgré avoir vécu plus de 25 ans à la pointe de la Bretagne, l'accent ne part pas. Ça tombe bien, moi non plus. Moi, je m'occupe de la partie Developer Relations chez Clever Cloud, un cloud provider français. On a notre stand juste à la sortie si vous voulez savoir plus sur nous. Et je suis là aujourd'hui pour parler de PHP dans une conf comme Tourantech. C'est très drôle. Si vous regardez les 8 années de Tourantech, on a parlé beaucoup de Java, de JavaScript, de Rust, de Go, des langages fonctionnels. On a parlé un peu près de tout, sauf de PHP. Si vous regardez les grandes conférences DevOps, par exemple, au DevFest Nantes, 4000 personnes, 250 speakers, bah, en 14 ans de DevOps, il y a peut-être eu un talk PHP. Et oui, bah, je suis là pour vous parler de PHP. Je connais ce que beaucoup de monde pense quand ils entendent le mot PHP. J'ai entendu tous les blagues. Bon, 99% de ces blagues étaient valables en 2004. Ils le sont beaucoup moins avec PHP actuel. Et en fait, ce que je suis là pour vous expliquer, c'est que PHP a énormément changé. Sauf que nous, développeurs d'autres langages, avons trouvé notre malin plaisir à jouer les snobs par rapport à PHP et on a passé à côté de ces évolutions-là. Je vais essayer de vous montrer comment le langage a changé, comment l'écosystème a changé, comment il y a des choses vraiment superbes dans ce qui se fait dans la communauté PHP et peut-être vous inciter à y jeter un œil. Et pourquoi je fais ce talk? Depuis 1997, j'ai fait de Java. C'est ça qui m'a fait manger pendant beaucoup d'années. J'ai fait de Java à la belle époque avec Struts et des trucs comme ça. J'ai déployé plein de trucs en Play quand c'était ultra novateur. J'ai joué avec Grails et Groovy à l'époque. Ensuite, j'ai fait d'Android, j'ai fait de Kotlin. En même temps, j'ai fait aussi beaucoup de HTML, CSS, JavaScript. J'ai fait beaucoup de front avec des web components et tout. Mais j'ai un petit secret, c'est que pendant une bonne partie des débuts de ma carrière, quand j'ai fait ma thèse et ma bourse arrivait à la fin et je n'avais pas fini ma thèse, c'est PHP qui m'a fait manger. C'est des trucs comme, pour les vieux qui dans la salle, peut-être vous vous souvenez, comme .clear ou Typo 3. Et à l'époque, j'avais fait beaucoup de PHP et c'était chouette. Mais après, j'ai commencé à travailler Java, architecte technique dans une banque. Moi aussi, je me suis dit, oui, PHP, c'est un langage pour des amateurs, c'est ces petits trucs qu'il y a là. Moi, j'ai des vrais outils. Bon, là, c'est un jouet. Et même en train de me cacher quand quelqu'un demandait s'il y avait des connaissances PHP pour aller débugger un plugin WordPress qui ne marchait pas. Non, non, moi, je suis développeur Java. Et il y a des ans, quand j'ai rejoint Clever Cloud, par la force des choses, je l'ai découvert. Je l'ai découvert dans un cadre très sympa. Une conférence qui s'appelle Forum PHP. Vous avez entendu parler, quelqu'un ici? C'est une conf qui se passe pas dans une université, ça se passe à Disneyland Paris, au milieu des hôtels Marvel. Et il y a presque 1000 développeurs PHP dans la salle et des dizaines de conférences sur des sujets hyper techniques, au moins aussi techniques que ce qu'on peut trouver ici ou dans Sandbox. Et là, je me suis dit, voilà, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble le langage en 2024. Et là, c'était, waouh, mais vraiment, j'ai loupé énormément de choses. Et pareil pour l'écosystème. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est vous expliquer qu'aujourd'hui, le langage n'a rien à voir avec le PHP. Qui ici a connu PHP 3? Je suis le seul? Ah non, bravo. PHP 4, PHP 5, PHP 6 c'est comme Windows 6, ça n'a jamais existé. Les 6 portent malheur dans l'informatique apparemment. Mais PHP 7, et qui a touché à PHP 8?
Bah, peut-être donc vous n'êtes pas le bon public, c'est très drôle. Je l'ai fait il y a mois à Grenoble, à Snowcamp. Dans la salle, les PHP 3 et 4, il y avait la plupart de la salle, comme ici. PHP 5, un peu moins. PHP 8, il y avait des personnes dans la salle qui étaient venues pour se marrer au truc. Donc, on va voir à quoi ça ressemble ces langages aujourd'hui. Bon, voilà, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est mais sur PHP, déjà, c'est le bordel. Tu n'as pas de support tout clair, tu fais des includes, et quand tu arrives dans le main namespace, bah, si tu importes d'abord la bibliothèque A et ensuite la B, et ils ont le même objet ou la même fonction, il va l'écraser. Et donc, l'ordre des importations est hyper important. Oui, c'est vrai. Depuis maintenant presque 15 ans, on a des jolis namespaces et des jolis imports de paquets que tu vous regardez, c'est presque identique à la syntaxe de paquets de Java avec des mots-clés différents. Mais tu plies un peu les yeux et tu vois la syntaxe là, qui clignote un peu des yeux, c'est la syntaxe Java pure. Tu as des namespaces, tu as des imports automatiques de différents paquets. Oui, mais PHP, c'est un langage pas typé, en plus, avec des conversions de type automatique qui sont presque plus dégueu que les conversions de type JavaScript. En fait, il va mélanger tes strings avec tes variables et ça va faire des magic casting à la volée. Ouais, oui, mais c'est toujours valable. Tu peux toujours écrire PHP comme ça, sauf que tout le monde met maintenant ces petites directives-là que te transforme PHP dans un langage à typage strict et un typage plutôt riche, plus semblable à TypeScript que Java, avec des types union, des types intersection, un vrai système de types qui tient la route. Et là, si tu enlèves les dollars, ça pourrait être bien un bout de TypeScript qu'on a là. Donc, on a un langage qui est typé. On a un langage que le système de type, comme je vous disais, il est plutôt riche. Tu peux faire des typages des typages union, des typages intersection, pas beaucoup de boilerplate. Je crois qu'il n'avait plus à avoir de batterie, c'est ça? C'est un langage qui a tous les sucres syntactiques que tous les langages modernes ont. Tu n'as plus besoin de les paramètres de ton constructeur, les assigner manuellement. Ben, il fait dans tout langage moderne. Les paramètres de ton constructeur vont être très attributs. Tu peux définir s'ils sont publics ou privés ou lecture seule et automatiquement, il va te les mettre là, il va te créer les getters et setters par défaut. C'est le plus sucre syntactique et on a appris à apprécier dans plein de langages. Voilà, c'est de facto. Il y a une syntaxe propre pour les annotations pour les Java IC. Un truc qui était très dérangeant dans les PHP à l'époque, c'est que quand ils ont commencé à faire des frameworks, ils avaient besoin de pouvoir instrumentaliser des codes. Et là, la seule façon qu'ils ont trouvé de faire rapidement dans les PHP 5 et au début de PHP 7, c'était on va faire des commentaires et on met l'annotation dans les commentaires. Si vous voyez, c'était bien inspiré des annotations Java. Ça, c'était pour Symfony, par exemple, sauf que c'était mis dans un commentaire. Ça voulait dire que les IDE ne les géraient pas bien, que si tu avais les moindres erreurs de frappe, bah, c'était seulement une exécution que ça te pétait, etc. Maintenant, langage moderne, syntaxe moderne. L'arrobas était déjà utilisé, donc ils ont utilisé un dièse crochet, mais à part ça, ils ont repris une syntaxe d'annotation que n'importe qui fait de TypeScript ou de Java peut comprendre. Donc, vous voyez où est-ce que je vais cette partie-là? Voilà, tu as des synonymes, que c'est des synonymes parfaitement fonctionnels, avec, c'est fini d'avoir des chaînes de caractères majuscules avec une valeur que si tu t'es trompé, bah, tu les voyais en temps d'exécution que tu pouvais mettre les valeurs que tu voulais. Non, maintenant, tu as des synonymes avec des valeurs fixes, avec des fonctions. Donc, les langages, tiens, celle-là me plaît particulièrement parce que depuis quelques années, tu as un pattern matching bien plus efficace que ce que tu peux avoir en Java, par exemple. Sauf dans les dernières versions, où ça commence à arriver les switches de Go comme ça. Tu as des pattern matching qui te donnent des résultats que tu peux également assigner dans ces variables. Tu n'as pas besoin de ces horribles break ou case. Tu peux même faire des codes dans la partie matching. Je fais un match, si là c'est plus grand que 18, si là c'est plus petit. Donc, tu as une syntaxe de pattern matching qui est riche. Bref, le langage a tout dans le langage moderne.
Mais là, il me dit, on était en 2024, que le langage soit modernisé, limite, c'était la moindre des choses. Ce qui m'a surpris, c'est tout ce qu'il y a autour du langage, c'est-à-dire tout l'écosystème. Pourquoi? Parce que nous, niveau Java, JavaScript, on a créé des écosystèmes et on a, avec des conférences, avec les communautés, avec les meetups, beaucoup cross-pollinisé un développeur Java. C'est rare qu'il n'y a pas un vernis de JavaScript, qui ne voit pas un peu comment se passe pour la communauté Go, pour Rust. Tu vas à quelques conférences, il y a forcément des news de comment les écosystèmes avancent. C'est beaucoup plus rare en PHP. Et du coup, déjà, ils sont des choses que je n'ai pas vues dans d'autres communautés et desquelles on aurait énormément à s'inspirer. Par exemple, vous voyez là-haut, tout ça, c'est des frameworks de construction d'app, des frameworks e-commerce. Tous sont concurrents sur le papier. Chacun a sa façon de faire les choses. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Si tu utilises Magento, tu avais des implémentations de toute une série de primitifs de bas niveau, par exemple des logs pour faire des logins, qui était l'implémentation Magento. Si tu faisais Drupal, l'implémentation Drupal. Si tu faisais Symfony, Symfony. Si tu faisais PrestaShop, PrestaShop. Ils se sont dit, tiens, ça serait cool de pouvoir ajouter de l'interopérabilité. Eh les gars, vous êtes des frameworks concurrents et vous pensez ajouter l'interopérabilité. C'était déjà un point super positif. Ils se sont dit, mais nous, on n'a pas envie de changer chacun notre fonction de faire. Et si on invente quelque chose de nouveau, et ils se sont mis ensemble et ils ont créé le PHP Fig, le PHP Framework Interest Group. Basiquement, ils discutent et ils décident de créer des implémentations, des interfaces communes qui après chacun table vers son implémentation. Et donc, par exemple, on a vu tout à l'heure pour la gestion de dépendances, mais pour les logs, tiens, on va créer un PSR, un PHP Standard Recommendation. Ça, c'est ils vont créer une interface logger avec toute une série de fonctions. Et cette interface-là, chacun d'eux va les mapper à leur logger particulier. Et toi, en tant que développeur PHP, tu n'utilises plus le logger de Magento si tu es sous Magento, de Symfony si tu es sous Symfony. Tu utilises les loggers standards que chacun implémente. Et ce n'est pas un organisme qui les a forcés, c'est eux-mêmes se sont mis autour de la table, ils se sont dit, tiens, on va créer de la vraie interopérabilité, mais sans forcer à faire toutes les choses pareilles. Donc, on va créer cette interface-là et chacun de nous fait l'effort de câblage pour que ça aille bien. Et là, ils ont fait ça à plein de niveaux. Par exemple, l'inversion de dépendance. Tous ces frameworks-là avaient besoin d'inversion de dépendance, mais chacun le faisait à chaque façon. Bon, tiens, on va voir l'exemple des loggers, plutôt ici. Ça, c'était les loggers monologues, qui s'est utilisé par plusieurs frameworks. Machin, donc tu utilisais un framework qui avait choisi monologue, tu loguais vers monologue. Là, tu logs vers le PSR logger interface, tu codes vers cette interface-là, et automatiquement, ton framework va te le construire. Et si tu n'as pas de framework, ça tombe bien, les PSR, ils sont aussi une implémentation de référence, il y a aussi des câblages qui vont pouvoir automatiquement te l'envoyer vers un ou l'autre. Donc, personne ne code plus tous ces briques de bas niveau vers un framework et tout est beaucoup plus interopérable de base. Gestionnaire de dépendance, oui, ça fait des années, ils sont plutôt modernes, composés, qui marchent plutôt très bien. C'est étonnant, plutôt que choisir une façon de faire à la Maven, c'est parti d'une façon de faire qui rappelle beaucoup plus à ce qu'ils font tous les autres langages, commençant par NPM, mais c'est une gestion de dépendance propre et ça marche depuis 2012 quand même. Oui, mais c'est pas compilé. Oui, c'est très bien, mais on a le bon côté des compilateurs. PHP Stand, c'est un petit projet de sympa. C'est un compilateur PHP qui fait tout sauf générer le binaire. Basiquement, il va prendre ton langage, il va te le compiler avec le niveau de le niveau d'exigence que tu lui demandes de ANA9 et il va te donner les résultats de la compilation. Et quand il met le niveau 9, le compilateur c'est presque aussi strict et aussi embêtant qu'un compilateur Rust. Il t'envoie chier pour le moindre problème. Et là, si tu as une idée qui fait de PHP aujourd'hui, il va lancer PHP Stand dans le background et donc il va avoir les mêmes choses que dans n'importe quel autre langage compilé. Il va te donner les problèmes en temps réel, les problèmes de compilation. Donc oui, c'est un langage qui n'est pas compilé,
mais il y a quand même un remplaçant de compilateur qui fait le même rôle. Ouais, mais c'est un langage qui est extrêmement lent. Oui, parlons. C'est un langage qui est très lent. PHP 5, effectivement, c'était pas le plus rapide. Bon, en PHP 7, ils ont déjà augmenté la vitesse en PHP 8. En PHP 8 aussi, ils ont introduit dans la même idée de c'est pas compilé, mais à un moment donné, on a des compilateurs. Bon, aussi un compilateur just in time. Ça veut dire que en PHP 8, une fois que ta page commence à s'exécuter, s'il détecte des choses qu'il peut être améliorées en compilant en natif debug, en accélérant debug, il va le faire. Et donc, dès que tu actives la compilation just in time, ton application PHP va, en fait, il devient plus rapide que de Python s'il utilise les modules natifs. Après, en utilisant les modules natifs, tout le monde peut tricher. PHP aussi peut utiliser des extensions natives. Mais ce qui est la vitesse de l'interpréteur, bah, il est aujourd'hui, objectivement, même je dirais, beaucoup plus rapide que l'interpréteur Python classique. Et là, les gens qui connaissent PHP me disent, oui, mais ton truc de just in time n'est pas super logique, Horacio. Parce que tu te souviens, PHP, en fait, PHP, c'est le modèle serverless. Avant tous les autres serverless, tu arrives sur une page.php, il va lancer l'interpréteur, il va interpréter la page, il va générer la réponse, et PHP va s'arrêter. Comment est-ce que ton compilateur just in time a le temps de faire des choses? Oui, non, peut-être. Explication. Gardez ça en tête, je vais revenir. Aujourd'hui, PHP, il peut être utilisé en mode serverless comme ça, mais pas seulement. Après, presque personne n'écoute plus des applications PHP en démarrant de zéro. De la même façon que presque personne n'écoute plus des applications Java en démarrant de zéro. Si tu fais une application Enterprise, tu vas partir à tous les coups de ton Spring. Si tu fais une application front en JavaScript, tu vas apprendre de React, de Vue. Bah, dans le monde de PHP, c'est pareil. Il y a pas mal de frameworks. Je voulais vous mettre en avant les deux les plus connus, les deux les plus actifs, parce que ça répond à des besoins assez différents. Il y a Symfony d'un côté et il y a Laravel de l'autre. Symfony, c'est carrément un clone de Spring Boot avec les numéros de série effacés. Mais en fait, il a été pensé pour ça. Le créateur de Symfony, il l'a expliqué plusieurs fois, bah, il a eu l'idée de démarrer ça après avoir vu une conf sur Spring, je crois que c'était Spring 2 ou 3, une des vieilles versions de Spring qui venait de sortir. Il a vu la conf, il a acheté un bouquin et il se dit, tiens, chez PHP, il nous manque un truc semblable. À côté, il y a Laravel. Si Laravel serait plus un outil de développement rapide à la Rails, très opinionated, avec des valeurs par défaut très sympas, et que si tu fais les choses comme l'outil V, en un après-midi, tu as une super application et tu t'éclates à la faire. Moins adapté à des grosses applications entreprises, quoique les gens qui font de Laravel vont me dire, wow, c'est pas vrai, on peut le faire. Oui, on peut le faire, c'est pas l'endroit hybride, mais pour des petites applications rapides, pour le développement rapide d'applications web, c'est un framework qui est un pur bonheur. Il est outillé, il y a tout ce qu'il te faut. Donc, il y a des alternatives. Quand je vous disais que Symfony, c'est un peu comme Spring, bah, en fait, si tu les compares, il savoir qu'en PHP, il s'aime bien mettre la collade à la ligne suivante. Je pense que ça t'aide à les distinguer. Sont assez semblables parce qu'ils se basent tous sur la même idée de la gestion de dépendances, de tout découpler, de faire un truc testable et surtout un truc que tu vas aller sur une appli Symfony et après, si tu sais faire des symphonies, tu peux te mettre à coder. Tous les applis sont codés de la même façon, avec la même arborescence, avec les mêmes conventions de nommage, avec les mêmes générateurs qui vont te générer un contrôleur, une vue, un machin. Donc, littéralement, c'est le framework d'entreprise avec tous les bons codés que ça, un peu de lourdeur associée, c'est comme un Spring. Ça veut dire qu'aujourd'hui, PHP est utilisé par des applications d'entreprise? Oui. Il y a énormément de boîtes, vous ne les voyez pas forcément en tant que développeur par PHP, il y a énormément de boîtes qui ont tout leur récit en PHP.
Et je ne parlais pas de leur site vitrine, non, je parlais des applications Enterprise. Tous les SI tournent autour de PHP. Il y a des ESN qui travaillent avec des PHP. Je ne parlais pas de web agencies qui te font des sites web. Non, je parlais de vrais ESN. Des ESN, certains très portés sur la technique. Tu penses à des Senica ou des Sphere ou des Ippon. Bah, il y a l'équivalent dans la galaxie PHP. Pour vous donner un exemple, il y a le Tilleul, c'est une boîte coopérative, une société coopérative, toujours très intéressante, sont principalement à Lille et à Nantes. Et c'est PHP à fond, mais pas PHP pour faire de l'agent web, PHP d'entreprise. Et ils sont super techniques. Les gars, ils sont l'équivalent au type de problème qu'on a dans tous les autres langages, l'équivalent au type de solution. Et à côté, il y a Laravel, qui se définit même comme les frameworks pour les développeurs heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une syntaxe qui est super agréable, parce qu'ils sont un système de convention plutôt que configuration, parce que si tu dis, je vais faire une chose façon Laravel, là, tu es hyper productif. Je vous donne un exemple, les ORM, les langages pour serialiser les objets dans la base de données, il est hyper explicite. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu déjà, vous lisez ça, vous comprenez automatiquement, ah, qu'est-ce qu'elle fait, et comment c'est puissant pouvoir faire ce type de syntaxe directement dans ton code. Donc, c'est plutôt très, très sympa. Il y a plein de petites extensions qu'il y a autour. Donc, tu vas faire de real-time, il te cache toute la complexité de tes WebSockets. Tu vas faire des keyworkers qui te permettent d'avoir plusieurs instances qui synchronisent bien Redis, si te casse la complexité complètement. Donc, c'est un typique framework de développement rapide que si tu dis, OK, je vais faire comme le framework me demande, tu t'éclates à développer tes applications. Et surtout, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des nouveaux runtime qui changent complètement les paradigmes. L'idée de PHP comme un langage, comme une plateforme serverless où à chaque fois tu démarres, tu exécutes et tu t'éteins, a des soucis. C'était très pratique parce que pendant des années, ça a permis à PHP de ne pas avoir besoin d'avoir un serveur web à eux. Il se branche sur un Apache, sur un Nginx, le moteur web il détecte l'extension PHP, il va expander un process avec l'interpréteur PHP. Donc, en termes de facilité d'intégration, c'était super. Maintenant que commence à avoir des frameworks de ce type-là, ça veut dire qu'à chaque fois que tu arrives sur une page PHP d'une appli Laravel ou d'une appli Symfony, tu es obligé d'abord de changer le framework, faire l'injection de dépendances, ramener les modules, tout ça avant d'exécuter la première ligne de ton code. Et là, c'est pas très lourd, l'interpréteur est rapide, ça le fait, mais c'est quand même un gros gaspillage. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, si on faisait des frameworks, si on faisait des moteurs d'exécution différents, qui combinent le serveur web et l'interpréteur PHP et une boucle qui attend les requêtes, l'interpréteur, il est déjà démarré au chaud avec toute l'initiation de l'app, et là, à chaque fois que la requête arrive, on va simplement générer un thread, une routine, un sous-process pour les traiter. Comme ça, tous les trucs qui prennent du temps sont déjà préchargés en mémoire. Les trois les plus connus sont SWORD, Roadrunner et FrankenPHP. Bon, vous savez que j'adore faire des dessins dans mes presses. En termes de logo, le plus classe, c'est FrankenPHP. Mais ce n'est pas qu'en termes de logo. C'est vraiment une jolie pièce de technologie. C'est le plus moderne des trois. Il a plus à apprendre des autres. Et là, pour moi, c'est devenu, en tout cas pour moi, mon nouveau standard pour faire des PHP. Parce que tu peux prendre FrankenPHP et le démarrer en mode serverless et va être un remplaçant lift and shift de ton Apache avec le module PHP classique. Mais tu peux le mettre en mode worker et là, c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce que c'est FrankenPHP? Bah, là-bas, c'est un projet open source fait par un Français, un des directeurs techniques de l'ETILE, la boîte que je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est, déjà, c'est un peu embêtant qu'on utilise encore Apache ou Nginx comme serveur web pour des PHP. Ça n'apporte pas grand-chose. Et par contre, Apache en termes de mémoire, c'est plutôt gourmand. Nginx en termes de configuration, c'est ce qui ont fait la conf Nginx pendant des années. Savons que ce n'est pas le plus agréable au monde et il y a de vraies alternatives. Et une des meilleures alternatives qu'on a aujourd'hui, c'est Kadi. Kadi, c'est un serveur web en Go. C'est un serveur web ultra rapide, très très robuste et surtout très simple à configurer.
Et donc, les gars de FrankenPHP se disent, si on part de Kadi et on fait en Go tout ce système-là de un runtime qui va gérer les process, qui va se mettre à l'écoute des requests, qui va exponer dans une routine un interpréteur PHP pour chacun des requests, mais qui va d'abord charger tout le nécessaire dans l'appli, on peut avoir un truc de ouf. Et c'est là qu'il a mis sur un caddie tout un runtime Go pour FrankenPHP qui va exponer des interpréteurs PHP classiques. Il n'a pas écrit l'interpréteur. Ça veut dire que quand PHP évolue, FrankenPHP, il n'a qu'incorporé les nouveaux interpréteurs. Et donc, qui permet de faire ce worker mode dans lequel passer comme un vertex ou un node qui a ta boucle d'attente qui est là, qui a fait le préchargement de ton appli, et il a une attente que la requête arrive. Quand la requête arrive, il t'expande une sous-routine légère et il file toute l'initialisation au process PHP que du coup, il n'a qu'à faire l'exécution de la partie utile de ton code. Ça fait qu'il est extrêmement rapide pour n'importe quel framework PHP aujourd'hui. Il est extrêmement léger en termes de ressources. Donc, ça veut dire que tu l'installes dans un tout petit serveur et tu peux servir un nombre astronomique de clients. Mais ils se sont dit, quitte à voir ça, quel est le plus grand problème qu'on a dans les serveurs PHP? Bah, c'est sans doute les extensions. Si vous avez déjà essayé de vous faire hoster de PHP dans un hoster classique, le problème c'est que PHP, il y a plein d'extensions qui doivent se charger au niveau système. Donc, il y a un PHP mutualisé qui est dépendant des extensions que ton hoster t'a mis. Si on prend les extensions les plus utilisées et on les embarque directement dans le binaire, on a un truc qui n'a pas de dépendance et qui embarque plein d'extensions complètement intéressantes, comme par exemple Mercure pour faire des real-time sans se mettre avec le WebSocket, mais en mode massivement multiconnexion. Et là, vous allez sur le site de FrankenPHP, vous voyez la liste d'extensions préinstallées, bah, c'est de pur bonheur. Tout ça dans un binaire qui inclut tout, parce que c'est compilé en Go. Tu prends ton binaire, tu le lances, tu le dis le home de ta application PHP, et ça roule, il est prêt à configurer. Par contre, il y a toujours les caddie en bas. Tu as besoin de faire des configurations spécifiques, tu as besoin d'ajouter des trucs qu'ils n'ont pas pensé. Il suffit de les mettre dans la conf de caddie, et c'est parti. Donc, c'est un vrai game changer. Nous, côté Clever Cloud, les développeurs PHP, on était passé à un de notre bases clients les plus volumineuses parce que justement, les hosters classiques, ils sont toujours orientés vers des hosting de sites web et de WordPress. Si tu fais des applications d'entreprise avec Symfony, avec Laravel, si tu fais des sites e-commerce un peu costauds, si tu fais des choses comme ça, les hostings mutualisés, ce n'est pas toujours super adapté. Donc, nous, on avait beaucoup de clients. On a découvert FrankenPHP parce que certains clients nous disent, mais vous savez qu'on peut le faire. On l'a testé, on était un des premiers cloud providers à le proposer. Ça change complètement, autant pour les clients que toi, quand tu dois aller hoster, tu t'évites toute la glue nécessaire pour faire tourner des PHP classiques avec ces extensions. C'est de bonheur. Donc, je pense qu'on arrive au moment de pouvoir revoir les mythes. Les mythes de la vitesse, comme on a dit. Aujourd'hui, PHP, c'est un langage rapide. C'est un langage que tu me dis, j'ai besoin de vitesse extrême. Ok, dans ce cas-là, tu vas partir sur des natifs propres, sur des Rust, peut-être sur des Go ou sur un Java bien optimisé. Mais sinon, il est bien plus rapide qu'un Ruby ou un Python. Ça peut être kiff-kiff avec un JavaScript optimisé. Ça veut dire que pour plein d'applications, le goulot d'étranglement, ça va pas être la vitesse de ton interprétation de PHP. PHP qui n'est pas typé. On va écouter. On a déjà vu, on a tout le nécessaire pour le typer. On a tout le nécessaire. Quelqu'un me disait, on n'est pas les nommé, oui, j'ai touché le mois dernier à un truc PHP, c'était aussi dégueu que dans mes souvenirs. C'est vrai. Tu peux encore aujourd'hui même construire des nouveaux PHP en oubliant tout ce que je vous ai montré. Tout c'est optionnel. Tu dois mettre des mots-clés, tu dois les faire. Rien ne t'oblige à passer un PHP stand pour les compiler, rien ne t'oblige à utiliser Composer. Les futurs mots-clés incluent marche encore, parce que justement, l'avantage c'est que tu récupères des vieilles puces, tu peux encore les faire marcher et tu peux les migrer de façon progressive. Et là, il y a beaucoup de développeurs PHP qui ont profité de ça, mais pas que les développeurs. On parlait de framework tout à l'heure, de Drupal. Aujourd'hui, Drupal,
n'a rien à voir avec les codes de Drupal de 2006. A été reconstruit et écrit de fond en comble. Mais l'avantage de ne pas faire une rupture, c'est qu'ils ont pu la réécrire en migrant petit à petit les choses, en nettoyant petit à petit les choses. Mine de rien, si on me dit, ouais, mais j'ai trouvé des PHP écrits il y a une année, ça continue à être un bus, c'est comme si on me dit, oui, j'ai trouvé des Java écrits il y a une année, il n'y a ni de générique, il n'y a pas de langage, il n'y a aucune innovation qu'on a introduit en Java il y a 15 ans. Oui, je connais des développeurs Java qui ont appris le Java avec moi en 98 et qui considèrent qu'ils connaissent assez Java pour continuer à faire des Java en 2026. Et le pire, c'est qu'ils peuvent le faire. Ça sera un Java de Go, mais ça marchera. Avec PHP, il y a cette même rétrocompatibilité pour les meilleurs et pour les pires. Et soyez sincères, combien de fois vous avez trouvé des codes de Java écrits par quelqu'un qui s'arrêtait d'apprendre dans les années 2000? Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. Avec PHP, c'est pareil. PHP, ok, peut-être c'est mieux, ok, peut-être c'est pas, mais ça ne passe pas à l'échelle. Well, en fait, j'aurais pu sortir l'arme nucléaire et dire Facebook, c'est un PHP, mais ça serait de mauvaise foi parce qu'ils compilent les PHP avec leur outillage interne et à la fin, le résultat n'est pas de PHP. Vous parlez de vrai PHP avec des outils complètement standards. Je trouve que Wikipédia, ça reste quand même assez sollicité. WordPress, je l'ai mis là, mais on en parlera longuement de WordPress AP. Mais Shopify, c'est quand même la plateforme de vente en ligne. Pinterest, réseau social d'images, en termes de performance, en termes d'échelle, ça tabasse Etsy ou simplement Slack et plein d'autres. Aujourd'hui encore, 2026, selon les sources que vous regardez, PHP c'est encore entre 70 et 80% du web mondial. C'est marrant, nous à tous autres, Java, JavaScript, Go, on se partage 30% du web. Mais c'est plus simple de dire, oh, PHP c'est un langage amateur. Et à l'échelle, ça passe. Ça passe parce que ce qui ne passait pas à l'échelle, c'était ce qui à l'époque ne passait pas à l'échelle dans d'autres langages, ce qu'on ne savait pas faire, s'applique avec une scalabilité horizontale. Au moment où tu peux le faire en PHP, et que Symfony, Laravel, Magento et les autres te ont découplé les stockages de compute, tu peux faire de la scalabilité horizontale en PHP comme tu faisais en n'importe quel autre langage. Ouais, mais PHP, les codes, il est moche parce que les développeurs PHP ne savent pas coder. C'est là que j'ai entendu souvent. Le problème, c'est que les développeurs PHP, ils ont entendu ça souvent, ils ont eu marre de ça. Ils ont essayé de proposer des talks dans des confs et n'ont jamais été acceptés parce que PHP, pour la petite histoire, je vous la raconte à vous maintenant que personne ne nous regarde. L'année dernière, ils ont mis ces talks à 12 conférences. Ils ont mis aussi d'autres talks. Des autres talks, beaucoup ont passé. Ce talk-là, c'est le seul que dans certaines conférences, j'ai vu refuser de les lieux même de la clôture de CFP, quoi. Là où tu fais la première passe et tu prends les trucs, les gens qui n'ont pas mis à l'abstract, qui oubliaient les titres, là où tu drops tous les trucs et tu sais que c'est même pas la peine de discuter, là, les talks sur PHP ont été droppés. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur propre communauté. On a déjà vu les PHP FIG, mais ils ont fait aussi des communautés, ils ont beaucoup discuté. Et donc, ils ont leurs propres implémentations autour de King Code, leurs propres patterns autour d'un MVC modifié, de King Architecture. Ils ont leur propre version de ce qu'on pourrait appeler une architecture hexagonale. Et ils ont des trucs qui sont vraiment bien structurés. Tu prends une appli Symfony fait par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Niveau architecture, c'est super clean. Moi, je suis un gars plutôt chaotique et tout ça un peu trop verbeux. Mais là, si tu aimes bien la belle architecture, où tout est bien découplé, où tes contrôleurs sont complètement séparés de ton domaine, de la partie applicative, ou si tu veux migrer, tu récupères tout ton domaine, tu le drops dans notre framework, tu refais les couches autour, et ça marche. Ça, c'est parfaitement fait, et des fois, c'est plus propre que beaucoup de choses que j'ai dans notre langage. PHP est insécure. Oui, là, c'est les mêmes gens qui me disent, bah oui, PHP c'est insécure parce que tu peux faire de l'injection SQL directement avec leur bibliothèque MySQL. Ok, parlons de ça. Ces bibliothèques-là ont été remplacées en 2008. Ça n'existe pas, et ce qu'il y a, c'est des bibliothèques comme PDO qui vont te forcer à faire des prepared statements comme dans n'importe quel autre langage. Par contre, si tu te connectes à poil sur la database et tu prends l'entrée de web et tu fais les requêtes SQL directement sur le driver MySQL, tu vas pouvoir faire l'injection. Tu peux faire aussi en JavaScript, en Java, en React, en n'importe quel autre langage. Oui, mais tu vois, par exemple, pour les hash, ils utilisent encore des fonctions de hash qui ne sont pas sécures. En fait, non, c'est pas faux. Le problème, c'est que
PHP avait une fonction de A, de H, d'utiliser les SHA-ANN, vieille école, qui était insécure. Et au moment où SHA-ANN, on a prouvé que c'était insécure, ils se sont dit, si on change et on crée une nouvelle fonction de H, on va perdre 15 années de code. Par contre, on ne peut pas laisser les H insécures. Ils sont allés jusqu'à changer l'implémentation de la fonction. Elles ont la même fonction, avec la même syntaxe et tout, mais changeant rien le modèle. Il y a plein de failles de sécurité, c'est pareil. Puis, on ne va pas te forcer à changer 20 ans de code. Donc, on va faire de la plomberie et on va changer les briques qui sont moisies sans changer les interfaces. Mais aujourd'hui, bah, c'est oui, mais PHP qui écrit directement les HTML à la main. Non, ou pas plus qu'en Express.js en JavaScript. Moi, si j'utilise Express, je peux, je peux générer directement des HTML. Après, j'aime bien passer par des templates. Ah tiens, c'est ça qu'on fait en PHP aussi. On utilise un langage de template pour générer les fronts. Tu peux faire des trucs grades, mais donne-moi un langage dans lequel on ne peut pas faire des trucs grades. Mais la façon officielle acceptée de faire, il est complètement sécure. Ouais, mais les développeurs PHP, c'est des petits gars dans un coin. Non, en fait, ils sont. On ne peut pas dire les confs classiques. Ils se créent leurs propres conférences, les forums PHP, les rentrées, les Symfony Live à la fin de mars, des conférences à tous les pays, le PHP Framework Interest Group qui est complètement global, des meetups dans plein de villes, des API Days à Lille dans l'automne. Ils ont énormément de conférences. Ce qui change par contre, c'est que dans les confs PHP, tu vois que des gars qui ont des filles qui font des PHP. Et dans les confs comme ici, bah, tu les vois tout le monde. Donc oui, quelque part, on les a isolés, ils se sont créés leurs circuits parallèles, mais c'est aussi communautaire et aussi peer review et aussi que n'importe quelle autre communauté. Après, il me reste 6 minutes, il faut qu'on traite un point. Tout ça que je vous ai dit, c'est strictement vrai. Vous allez rentrer et quelqu'un va vous parler de WordPress. Vous allez mettre le nez dedans et tu vas dire, je ne sais pas qu'est-ce que Horacio a fumé, mais c'est puissant. Parce que PHP, lui, il n'a pas changé. PHP, c'est la même vieille merde qu'on adorait en 2006. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus et ils veulent. Je pourrais dire plein de choses de PHP. Je pourrais vous parler de la gouvernance de PHP, mais il me faudrait pouvoir vous vomir et je n'ai pas envie. Je pourrais vous parler de comment PHP y a sa communauté open source, mais c'est pareil. Tout ça, vous pouvez aller vous spoiler vous-même. Spoiler, c'est pas joli. Par contre, PHP a fait un choix. C'est nous, on est là pour gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à nos partenaires dans le business et vendre des plugins, vendre des thèmes. Ces partenaires-là, ils ont codé un plugin en 2007 et c'est déjà super amorti, mais ils ne veulent surtout pas devoir les recoder. Donc, et nous, en tant que responsables de PHP, on ne veut surtout pas devoir mettre le nez dans les millions de lignes de code produites depuis 2006. Donc, PHP va mettre avant tout la rétrocompatibilité absolue comme credo. Donc, WordPress aujourd'hui, il est codé de la même façon qu'il y a 15 ans et c'est une volonté affichée. Là où tous les autres frameworks, ils sont tous réécrits de fond en comble. Typo 3, je l'utilisais en 2002. C'était le premier framework PHP que j'ai appris. J'étais encore dans ma tête. C'était la première fois que je devais faire une vraie app et pas un site en PHP. J'utilisais Typo 3. C'est un framework allemand open source. Sauf que de ce qui était à l'époque, tout a été reconstruit, tout le code a été réécrit, tout le code est moderne ou propre. Drupal, pareil, Magento, tout a été réécrit mis aux normes, sauf WordPress. Pourquoi? C'est une volonté. Donc,
si vous allez dans l'écosystème WordPress, là, désolé, je peux rien. Vous allez trouver les bons vieux PHP et c'est pas ma faute, c'est un choix. Donc, on va conclure. Il me reste 3 minutes, comme ça on va pouvoir avoir une question. Je ne suis pas en train de vous dire que PHP c'est la solution magique. Je suis très pragmatique, performant et c'est un langage productif. Donc, plutôt que dire, oh, c'est pas pour moi, jetez un œil et quand l'opportunité sera là, sortez le PHP et dire, tiens, j'ai là une façon de faire qui peut être une bonne solution. Donc, mon objectif avec ça, c'est que si on se voit l'année prochaine, on sera un nouveau sponsor, on sera là, vous me disiez, tiens, je l'ai testé, je l'ai peut-être utilisé pour un side project, pour un truc, c'est pas mal, ou même c'est pas si mal. Et il me reste une minute. J'avais prévu une petite démo. L'histoire de la démo, c'est la première fois qu'on m'a accepté cette talk. Cette talk, c'était à la Vallague et je suis allé manger avec mes potes de Senica et ils avaient un mur de post-it. Je commence à regarder, mais qu'est-ce que c'est ça? Dragon Ball versus Goldorak. Ah, on a une idée de faire un petit quiz de choc de culture. En gros, on présente les jambots, on présente les alternatives à la noix, K2000 versus tonnerre mécanique. Et on voit. Et moi, j'avais préparé une démo pour mon talk, mais j'avais 2 heures devant moi. Et le truc était trop tentant. Donc, la démo, bah, elle est là, Class of Pop Culture. C'est un petit truc multijoueur très performant qui tourne sur une des plus petites instances chez Clever Cloud. Donc, vous savez, là, un petit QR code. On a 50 secondes pour essayer de faire quelques jeux. Donc, je vous conseille de vous mettre là, hop, et je vais aller vers les liens. Et comme ça, on va finir avec des questions à la noix. Et vous pourrez aller voir les codes ensuite pour voir comment c'est facilement fait, tout est structuré autour de Symfony. Ça m'a pris littéralement des heures. Oh, un gars, une fille, je suis vieux, quoi. Il semble que vous êtes d'accord avec moi. Hmm, à nouveau, je suis nostalgique. Pour moi, c'est les Assassin's Creed classiques. Donc, derrière l'appli, j'utilise rien d'autre qu'un Symfony out of the box et quelques briefs de code front. Donc, PHP, c'est simple, c'est rapide, c'est productif. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de me laisser un petit feedback là. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'il est à la pause, mais si vous voulez poser des questions, peut-être il va même pas nous râler. Quelqu'un a une question à poser ou un commentaire ou un tu as dit de la mère de Horacio pour ci et ça? Oui.
Sérieusement, j'étais un œil. Je pense que vous allez être pas déçus, vraiment. Merci encore.